La tristesse ne prévient ni ne demande la permission. Elle apparaît, s'installe et peut te laisser sentir que tout ce que tu fais n'a aucun sens. Peu importe qui tu es ou combien tu as accompli, personne n'est exempt de ce poids silencieux qui te fait douter de toi-même, te paralyse et te vole ton élan. Pour beaucoup, la réaction automatique est de la rejeter, de la cacher ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, comme si l'ignorer la faisait disparaître. Mais ce déni ne fait que multiplier le poids, transforme la douleur en un mur et pire encore, te rend prisonnier de tes propres émotions. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme une chirurgie sans anesthésie. Il ne adoucit pas la réalité, il l'expose. Il dit avec brutalité que ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais ce que tu en fais. Que la différence entre sombrer et en sortir plus fort réside dans la façon dont tu choisis d'interpréter chaque coup. Personne ne va te sauver de ta tristesse, c'est la vérité inconfortable. Et tant que tu ne reconnais pas que la responsabilité de ton état émotionnel t'appartient, tu continueras à répéter le même cycle. La douleur peut être un maître ou une condamnation, et cela dépend de toi. Il ne s'agit pas d'éliminer la tristesse, mais de transformer la manière dont tu l'affrontes. Si tu cherches des formules magiques, il n'y en a pas. Mais il existe des outils et des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser d'être esclave de ce que tu ressens et commencer à construire de la joie, même au milieu de la difficulté. Ce que tu ne transformes pas, tu le répètes. C'est ici que commence le véritable entraînement. Moins d'excuses, plus d'action consciente. 1. Redéfinis ta relation avec la tristesse. La tristesse ne va pas disparaître simplement parce que tu l'ignores ou parce que tu te dis que tu es fort. Il ne suffit pas de se distraire ni de la déguiser en indifférence. La plupart des gens fuient leur tristesse, la cachent sous le tapis de la routine, espérant que le temps fasse le sale boulot. Mais le temps ne guérit pas ce que tu refuses de regarder en face. Alors, arrête de te mentir. Ta relation avec la tristesse est ta responsabilité. Personne d'autre ne va la guérir pour toi, ni te sauver de cette inconfortable situation que tu évites tant. Chaque fois que tu te justifies en disant que c'est comme ça la vie ou que personne ne me comprend, tu t'enchaînes un peu plus à ce poids émotionnel et tu transformes la tristesse en une habitude, en une excuse pour l'inaction. C'est dur à admettre, mais souvent tu préfères rester dans la douleur connue plutôt que d'oser la transformer. Le victimisme est confortable, mais il te vole ta dignité. Accepter la tristesse ne signifie pas se rendre ni se résigner. Cela signifie décider de ce que tu vas faire avec ce que tu ressens et cesser d'agir comme si tu étais un spectateur passif de ta propre douleur. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Arrête de te demander pourquoi cela t'arrive et commence à te demander ce que tu vas construire avec ce qui t'arrive. Chaque émotion négative est un signal qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'attention, et si tu la caches ou la nies, tu alimentes un mécanisme mental qui te sépare de ta propre force. La tristesse est une alarme, pas une condamnation. Il te revient de redéfinir ce lien, cesser de la voir comme un fardeau éternel et commencer à la comprendre comme une opportunité d'ajuster ta façon de vivre, de penser et d'agir. Ne tombe pas non plus dans le piège bon marché de croire que ressentir de la tristesse te rend plus profond ou spécial. Ce romantisme ne fait que perpétuer l'idée que la souffrance est ton identité. La tristesse peut t'apprendre, mais seulement si tu as le courage de l'affronter sans embellissement ni drame. Il faut une honnêteté brutale. Reconnais ce que tu ressens, nomme-le, cesse de le cacher et prends des décisions inconfortables. Je ne suis pas ma tristesse. Répète-le jusqu'à ce que tu y crois. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la manière dont tu te relies à tes états internes. Si tu permets à la tristesse d'être ton filtre, tu déformes tout ce que tu vois et fais. Si tu l'affrontes et apprends ce qu'elle vient te montrer, tu reprends le contrôle sur ton énergie et ta direction. Cesse d'attendre que l'humeur revienne par magie. Le premier pas est toujours de redéfinir la narration interne. La tristesse n'est pas la fin, c'est un tournant. Ta vie ne s'améliore pas si tu continues à alimenter des pensées défaitistes. Elle s'améliore lorsque tu assumes la responsabilité de réinterpréter ce que tu ressens.
Personne ne va faire ce travail pour toi. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de négocier avec tes excuses et choisis avec fermeté une nouvelle norme pour ton bien-être émotionnel. Ne te contente pas de survivre. Tu mérites d'avancer, mais seulement si tu le décides par des actes, pas par des désirs. 2. Choisis consciemment comment tu interprètes ce qui se passe. Tu te réveilles avec l'estomac noué parce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier ou de l'inquiétude que tu as pour demain. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir et là, c'est là, cette sensation que la journée commence en pente. Tu commences à passer en revue mentalement tes tâches, les mots qu'on t'a dit, les choses qui se sont mal passées, et sans t'en rendre compte, ton humeur est déjà conditionnée. Tu ne te demandes pas pourquoi tu te sens ainsi, tu l'acceptes simplement comme le fond de ta journée, comme si la tristesse était un mur inévitable. Mais personne ne t'a appris qu'entre ce qui se passe et ce que tu ressens, il y a un espace que l'on appelle interprétation, et cet espace t'appartient. Personne ne peut l'occuper à ta place. Ce que tu en fais détermine si aujourd'hui tu te noies ou tu te relèves. Si tu laisses ton esprit fonctionner en automatique, tu vas vivre en filtrant la réalité à travers le prisme de tes anciennes douleurs. Chaque mot d'autrui, chaque geste, chaque souvenir passe par un mécanisme qui décide si tu le prends comme une offense, une défaite, une confirmation de tes peurs ou une opportunité de grandir. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce processus, et ainsi, jour après jour, ils renforcent le même schéma. Tu vois ce que tu t'attends à voir, tu ressens ce que tu crois mériter, et tu répètes l'histoire qui te convient le mieux pour justifier ton état actuel. L'interprétation n'est pas neutre, c'est un investissement d'énergie. Tu passes ta vie à croire que tu réagis à ce qui t'arrive, alors qu'en réalité, tu réagis à ce que tu penses de ce qui t'arrive. Et cette nuance change tout. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir de pierre. Il te parle de liberté, liberté de décider comment tu comprends ce qui t'arrive, même au milieu de la douleur. Tu peux choisir si un échec est un signe que tu ne sers à rien ou une opportunité d'ajuster ta trajectoire. Tu peux décider si une perte est le début de la fin ou le commencement d'une nouvelle étape. Chaque fois que tu choisis consciemment comment interpréter un fait, tu diminues le pouvoir de la tristesse automatique et tu récupères un peu de contrôle sur ton humeur. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle mental, la vie va te traîner selon le climat émotionnel du jour. Mais si tu assumes le coup de penser différemment, tu deviens le protagoniste de ton propre processus. Je ne te demande pas de te mentir ni de peindre tout en optimisme forcé. Je te demande d'observer avec une brutalité honnête quelle histoire tu te racontes et si cette histoire te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu souhaites. La tristesse, souvent, ne vient pas de ce que tu perds, mais de l'interprétation rigide et fataliste que tu choisis sans t'en rendre compte. Ce qui se passe est une chose, ce que cela signifie pour toi en est une autre. Et là se trouve le pouvoir. Tu peux toujours réécrire le sens. Choisis encore et encore le sens que tu donnes à ce que tu vis. Personne ne peut te ravir cette liberté. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. Change ton interprétation et ta réalité changera. 3. Entraîne ton attention dans le présent. Je reconnais que mon esprit a tendance à fuir le présent comme quelqu'un qui veut éviter de regarder une facture impayée. C'est inconfortable de l'admettre, mais j'ai cette tendance automatique à ressasser ce qui ne s'est pas bien passé, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, ou à porter des scènes anciennes comme s'il s'agissait d'une sorte de dette émotionnelle que je n'ai pas encore réglée. Mon attention, sans discipline, se disperse. Une partie reste coincée dans ce que je ne peux pas changer du passé. Une autre se projette dans des scénarios imaginaires de l'avenir, et ce qui reste pour le présent n'est qu'un fragment d'énergie, toujours insuffisant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, ni une faiblesse personnelle. C'est le résultat d'années d'habitudes mentales mal entraînées. Cela fonctionne comme un réflexe. Face à la douleur, à l'ennui ou à l'inconfort, l'esprit s'enfuit vers ce qu'il pense être un soulagement. Mais en réalité,
Cela ne fait que retarder la confrontation réelle avec ce que nous devons vivre maintenant. Si tu prends le temps d'analyser cela, tu verras que la tristesse se nourrit précisément de cette fuite de l'attention. Lorsque tu n'es pas dans le présent, tu deviens otage de ce qui est déjà passé ou de ce que tu crains qu'il arrive. L'anxiété et la mélancolie ne sont rien d'autre que le prix que tu paies pour être divisé entre 1000 pensées, au lieu de mettre toute ta volonté dans ce qui est réel, cet instant. Le présent n'est pas toujours confortable, ni n'a de réponse facile, mais c'est le seul terrain où tu peux prendre des décisions et transformer quelque chose. Tout le reste est spéculation qui épuise. En fait, chaque fois que tu te surprends à revivre le passé ou à imaginer un désastre futur, tu utilises ton attention, ta ressource la plus précieuse, pour renforcer des émotions qui n'ajoutent rien, elles ne font que soustraire. Entraîner l'attention dans le présent est, au fond, un acte d'autodiscipline et de respect pour ta propre vie. Personne ne va te donner cette approche, et ce n'est pas une question de répéter des phrases superficielles sur « vivre l'instant ». Il s'agit d'un travail mental conscient. Chaque fois que tu te surprends à fuir le maintenant, tu dois rediriger ton énergie, sans négociation, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui a été atrophié pendant des années. C'est inconfortable au début parce que le cerveau préférerait rester dans le drame connu ou la peur anticipée. Mais la réalité est que le bonheur ne se construit que lorsque tu assumes la responsabilité d'être ici, avec tout ce que cela implique. La présence est la base de la paix intérieure. Le reste est du bruit qui te distrait de l'essentiel. Si tu parviens à maintenir ton attention sur ce qui se passe, sur tes sensations, tes actions, tes véritables besoins, tu démontes le mécanisme qui alimente la tristesse chronique. Cesse d'hypothéquer ton bien-être sur la base de ce que tu ne peux plus modifier ou de ce qui n'est même pas sûr d'arriver. Être présent, c'est choisir, encore et encore, la vie réelle plutôt que les fantasmes mentaux qui ne font que fatiguer. Si tu veux retrouver la joie, commence par discipliner ton attention. La vie ne se passe que maintenant. 4. Agis, même si la motivation est minimale. Il y a des jours où la vie ressemble à une pièce dans l'obscurité, où tout semble immobile et l'air devient lourd. Tu observes l'horloge, les heures passent comme si elles ne t'appartenaient pas, et chaque mouvement semble coûter le double, comme si la tristesse t'avait mis un gilet de plomb. Le corps se sent maladroit, les épaules tombent, le regard reste fixé sur un point, presque sans cligner des yeux. La motivation n'arrive pas. Elle ne répond même pas aux appels mentaux. Il n'y a qu'une inertie dense, une résistance invisible qui t'attache à la chaise, au lit ou aux mêmes routines sans âme. Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que attendre de ressentir l'envie de bouger est un piège. La motivation n'est pas un billet d'entrée, c'est une conséquence. Personne ne se sent inspiré avant de commencer. C'est seulement après avoir fait les premiers pas que l'enthousiasme commence à se réveiller timidement, comme un muscle froid qui ne s'active que lorsque tu l'utilises. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la physique. L'énergie se crée dans le mouvement, pas dans l'attente. Observe les gestes de ton corps lorsque tu décides de te lever sans envie. Le pied qui touche le sol, les doigts qui cherchent un soutien, le dos qui se redresse peu à peu. C'est un acte simple, presque insignifiant. Mais dans ce geste minimal, tu es déjà en train de reprendre du terrain. Chaque action, même si elle semble petite, est une rupture dans l'inertie. L'eau stagnante se gâte, mais une goutte en mouvement commence déjà à tout changer. Pas besoin de ressentir de l'enthousiasme. Il suffit de te lever et de faire une chose, même si c'est mécanique. Faire le lit, ouvrir la fenêtre, prendre un verre d'eau froide, sortir, marcher même 5 minutes. Il ne s'agit pas de feindre la joie, ni de forcer un sourire vide, mais de comprendre que la vie se réactive dans l'action, pas dans la contemplation passive du malaise. Le stoïcisme t'enseigne que le véritable contrôle commence par ce que tu fais, pas par ce que tu ressens. L'humeur est volatile, mais l'action t'appartient. Fais quelque chose, même si c'est minime, car ce micro-mouvement est le point de basculement qui change la trajectoire de la journée.
Ne sous-estime pas le pouvoir du petit. La somme de gestes simples, répétés avec discipline, est ce qui reconstruit la confiance et affaiblit la tristesse. Attendre d'avoir envie, c'est céder le gouvernail à l'apathie. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de signaux clairs que tu ne t'es pas rendu. Action avant motivation, toujours. La différence entre avancer et rester bloqué dépend rarement de grandes décisions. Elle dépend du courage de bouger lorsque ton esprit te murmure que cela n'a pas de sens. Fais-le quand même. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour commencer. Tu as besoin de commencer pour retrouver la force. Le mouvement vainc la tristesse, même lentement. Tu décides si tu restes à attendre des miracles ou si tu transformes chaque petit acte en une déclaration de rébellion. Ne sous-estime pas la valeur d'un seul pas. Un pas peut être tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. 5. Fais du mouvement physique une habitude quotidienne. Le corps qui ne bouge pas devient une prison. C'est la vérité que personne ne veut entendre lorsque la tristesse te paralyse et que tu préfères rester immobile, attendant que le moral vienne te sauver. Mais cela ne va pas arriver. Croire que tu peux penser ou te sentir mieux sans bouger un seul muscle est une fantaisie qui ne fait que prolonger la stagnation. Le mouvement physique n'est pas un luxe, ni une suggestion amicale. C'est un ordre biologique et psychologique. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit de réaliser que ton corps est l'interrupteur principal de ton énergie émotionnelle. Si tu te résignes à des journées entières de sédentarité, ne te trompe pas en croyant que la tristesse est quelque chose de mystique qui vient de l'extérieur. L'inertie est la meilleure amie de la mélancolie chronique. Si tu ne bouges pas, tu te flétris, et tout le reste ne sont que des excuses qui sonnent sophistiquées, mais ne masquent que de la paresse et de l'autocompassion. La discipline du mouvement quotidien n'est pas négociable si tu veux vraiment sortir du trou. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, répéter des affirmations jusqu'à perdre ta voix, parler sans arrêt de tes intentions de changement. Rien de tout cela ne remplace le signal brutal et direct que ton cerveau reçoit lorsque tu décides d'utiliser ton corps, même sans aucune envie. Chaque pas, chaque étirement, chaque exercice est une déclaration de guerre contre l'habitude de te laisser sombrer dans ta propre torpeur. Tu n'as pas besoin d'équipement de gym ni de routine héroïque. Tu as besoin de courage pour te lever, même si c'est juste pour marcher 10 minutes, même si tu n'arrives qu'à t'étirer sur le sol et à sentir le poids de ton corps. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Tous les jours, sans négocier, même si c'est minime, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. La constance tue la paralysie. Arrête de te vendre l'idée que tu es une victime de tes émotions lorsque tu n'es même pas capable de discipliner ton corps. Le mouvement physique est le pont entre l'esprit et la réalité. Si tu ne le traverses pas, tu restes piégé dans des théories et des fantasmes de changement qui ne se produisent jamais. Un corps entraîné à bouger sous n'importe quel état émotionnel est un corps qui se souvient comment se rebeller contre la tristesse automatique. Si ta routine est toujours celle de la passivité, ton moral répondra avec la même apathie. Ne cherche pas de solution magique. Le seul miracle est la somme quotidienne d'actions physiques réelles. La douleur du premier mouvement est plus légère que la douleur de rester immobile. Assez de te justifier avec des histoires de fatigue éternelle ou de manque de motivation. La fatigue que tu ressens est souvent juste le prix à payer pour maintenir une routine qui ne défie ni ta biologie ni ton caractère. Le mouvement physique est la preuve concrète que tu ne t'es pas rendu. Si tu veux de la dignité, montre-la dans tes actions, pas dans des discours. L'énergie ne se mendie pas, elle se génère. Lève-toi, fais le même si ça fait mal. Franchis le seuil de l'inertie et transforme-le en habitude. Personne ne va bouger pour toi. Là où l'excuse s'arrête, le véritable changement commence. 6. Pratique la gratitude, même dans les jours sombres. La vérité est simple et brutale. Si tu n'entraînes pas la gratitude, tu deviens otage de ce qui te manque.
Peu importe à quel point tu es intelligent, ni combien de livres tu as lus sur le développement personnel. Si ton esprit ne répète que ce qui ne va pas et ce que tu as perdu, tu finis par accumuler une vision du monde où tout semble être une dette impossible à rembourser. La tristesse profite de cette négligence. Elle sème l'idée que rien n'est suffisant, que la vie te doit quelque chose et que ton côté le plus vulnérable est toujours perdant. Mais la réalité est qu'aucun changement profond ne se produit tant que tu continues à énumérer tes manques et à ruminer ce que tu n'as pas. La gratitude n'est pas un luxe pour des optimistes naïfs, c'est une discipline mentale et émotionnelle qui se gagne à la sueur de son front, surtout quand il te coûte le plus de trouver des raisons de remercier. Parfois, tu te découvres, sans t'en rendre compte, à regarder la vie avec une loupe déformante, où tu ne vois que les fractures, les erreurs, les trahisons, tout ce qui a mal tourné. Il est facile de rester piégé dans ce mécanisme, car le cerveau est conçu pour détecter les menaces et les problèmes. C'est un biais de survie, mais pas de plénitude. Le problème survient lorsque tu transformes cette habitude en ta seule façon de regarder. Tu finis par croire que la tristesse est inévitable et que la gratitude n'est qu'une fantaisie superficielle. Cependant, ce qui transforme vraiment ton expérience, c'est la décision consciente de chercher de petits faits, des détails minimes, qui brisent ce filtre négatif. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, ni d'inventer de fausses raisons pour te sentir mieux, mais d'entraîner l'esprit à reconnaître que, même dans les jours sombres, il existe des fragments de valeur et des moments qui méritent d'être honorés. Remercier n'élimine pas la douleur, mais cela t'empêche de rester défini par elle. Remets en question cet élan intérieur à mépriser ce que tu as, parce que cela ne correspond pas à tes attentes. Cette insatisfaction chronique est, bien souvent, un piège mental qui te vole l'opportunité de te connecter à la réalité. La gratitude est une forme de rébellion contre cette narration de manque. C'est dire à ton esprit: tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es aussi tout ce que tu as déjà surmonté. Si chaque matin tu choisis, ne serait-ce qu'une minute, de reconnaître une seule chose qui reste debout, un ami qui demeure, la capacité de respirer, un souvenir qui te soutient, un petit accomplissement qui semblait impossible hier, tu commences à affaiblir le système interne qui alimente la tristesse automatique. La gratitude est une discipline, pas un état d'esprit passager. Entraîne-la comme on renforce un muscle qui a été atrophié trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'améliore pour la pratiquer. En fait, les jours les plus difficiles sont ceux qui l'exigent le plus. La gratitude est l'outil qui recalibre ta perception et te redonne ta dignité, car elle t'oblige à cesser de mesurer ta vie uniquement par les douleurs et les pertes. Parfois, remercier est l'acte le plus courageux, car cela défie la logique du ressentiment et de la plainte. Décide, sans négocier, de chercher ce qui reste encore, ce qui peut encore croître, ce qui mérite encore ton respect. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. C'est se rappeler que, même si la tristesse insiste pour te réciter sa liste de dettes, tu peux choisir sur quoi concentrer ton énergie. Tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es tout ce que tu remercies et tout ce que tu es encore capable de reconnaître. 7. Donne un sens à ta douleur en aidant les autres. Tu sors dans la rue la tête baissée, ressentant le poids de ton propre malaise, et en croisant quelqu'un qui traîne des sacs lourds ou lutte avec une porte, tu hésites un instant avant d'aider. La tristesse a tendance à t'enfermer dans une sorte de capsule mentale où n'existe que ta propre douleur, comme si le reste du monde s'était estompé. Ce circuit fermé est l'une des plus grandes erreurs de l'esprit. Plus tu souffres, plus tu t'isoles. Plus tu t'isoles, plus la douleur s'intensifie. C'est un cercle vicieux si automatique que tu ne le remarques même pas. Mais si tu l'analyses de près, tu verras que la tristesse te pousse à te regarder le nombril et à chercher des raisons pour justifier pourquoi ta souffrance est spéciale, différente, presque intouchable par la réalité des autres. Le résultat est que la vie se rétrécit et le sens s'évapore.
La plupart des gens ne comprennent pas qu'à ce stade, aider les autres n'est pas seulement un acte altruiste, c'est une stratégie de survie émotionnelle. La psychologie le souligne clairement. Lorsque le focus est fixé sur soi-même, tout malaise tend à se magnifier. Le cerveau commence à fonctionner en mode pénurie, ne voyant que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui ne peut pas être changé. Mais si tu t'obliges, même de manière forcée au début, à intervenir dans la vie d'un autre, quelque chose dans cette machinerie interne se recalibre. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes héroïques, ni de devenir une sorte de sauveur professionnel. Un message sincère, écouter celui qui va moins bien que toi, offrir ton temps ou ton expérience, même si la motivation est minimale, suffit. Dans cet acte, tu brises l'enfermement mental. L'énergie que tu utilisais pour tourner sur ton propre axe se redirige vers l'extérieur, et cela constitue déjà un changement de dynamique. La tristesse se nourrit d'inertie et d'isolement. Le service l'affaiblit car il t'oblige à sortir de ton petit monde. Personne ne guérit complètement seul, mais aider les autres est le pont qui relie ta douleur à un sens plus grand. Le stoïcisme ne parle pas de se sacrifier jusqu'à l'épuisement, mais d'utiliser la douleur comme matière première pour quelque chose d'utile. Si tu attends seulement de te sentir bien pour aider, tu n'agiras jamais. La douleur qui n'est pas partagée se gâte, devient ressentiment ou auto-indulgence. Mais lorsque tu décides, consciemment, de transformer ton inconfort en action concrète envers l'autre, tu convertis un état passif en une déclaration de pouvoir. La douleur partagée perd de sa force. C'est la différence entre sombrer et grandir. Chaque fois que tu détournes ton regard de ton propre drame pour reconnaître la souffrance d'autrui, ton esprit entraîne une compétence fondamentale, la résilience altruiste. Le sens ne se trouve pas en fouillant des réponses dans tes propres blessures, mais en construisant quelque chose de précieux avec elles. Le but n'est pas une révélation mystique ni une phrase motivationnelle. Le but est ce que tu fais avec ce qui te fait mal. Lorsque tu décides d'aider, même dans quelque chose de petit, tu montres que ta douleur ne te définit pas, elle te rend simplement humain. Sers, même lorsque tu n'en as pas envie. Donne, même si tu sens que tu n'as pas grand-chose à offrir. Car l'acte de sortir de toi-même est la meilleure thérapie contre la tristesse chronique. Celui qui aide, cède. Celui qui donne un sens à sa douleur retrouve sa dignité. Si tu veux changer ton état, commence par changer ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir bien pour faire le bien. Fais le bien, et ton moral suivra. Personne ne sort seul de la tristesse, mais tout le monde peut tendre la main en premier. 8. Exprime ton malaise sans peur ni honte, je dois l'admettre. Parfois, j'ai eu l'impression que si je parlais de mon malaise, quelque chose en moi se briserait pour toujours. Je me suis vu, assis devant quelqu'un, jouant avec mes mains, déglutissant, regardant le sol, cherchant le moment exact pour dire ce qui me pèse, et quand enfin j'essaie, la voix peine à sortir, faible, comme si elle demandait la permission d'exister. La poitrine se tend, la mâchoire se serre, et l'esprit commence à fabriquer des histoires de rejet ou de honte avant qu'un seul mot ne traverse la distance. C'est une bataille invisible. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, il y a une discussion féroce entre le besoin de libérer le contenu toxique et la peur de rester exposé, vulnérable, incomplet devant les yeux de l'autre. Le silence devient une sorte de prison auto-imposée. Tu maintiens la douleur en serrant les poings, en respirant court, en espérant que personne ne remarque ce qui t'arrive vraiment. Et pourtant, le corps envoie des signaux. Les mains transpirent, les épaules se haussent, le regard se perd. Tout cela est ton système d'alarme demandant que tu cesses de cacher ce qui fait mal. Exprimer le malaise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un exercice de dignité. Il n'y a pas de vertu à se taire sur ce qui te submerge, ni d'honneur à faire semblant qu'il ne se passe rien pendant que tu t'effondres de l'intérieur. La tristesse ne se dissout pas dans le silence. Au contraire, ce que tu tais s'accumule dans les gestes, dans les humeurs, dans les décisions que tu prends à moitié, dans les nuits où l'insomnie est le prix à payer pour ne pas t'être permis d'être honnête. Parler, c'est rompre le cycle de la répression.
Chaque fois que tu ouvres la bouche, même si c'est juste pour dire « je me sens mal », tu sauves une partie de toi qui était restée piégée dans la censure. Ce premier geste est inconfortable, oui, mais c'est le signe le plus clair que tu as décidé de cesser de négocier avec la peur. Ce qui se nomme perd une partie de son pouvoir. C'est la vérité inconfortable que personne ne t'enseigne, enfant. Tu n'as pas à tout lâcher d'un coup, ni à chercher une compréhension parfaite de l'autre côté. Il suffit de nommer l'essentiel, de mettre des mots sur ce qui pèse. Tu peux le faire à voix haute, avec quelqu'un qui sait écouter, ou même en écrivant, laissant l'encre fonctionner comme un drain émotionnel. Le corps le ressent. En parlant, les muscles se relâchent un peu, la respiration se libère, la tension baisse même d'1 degré. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et de la conscience. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer à tout prix, mais à différencier ce qui dépend de toi. Et oui, exprimer la vérité de ton état est ta responsabilité. Ne te trompe pas en croyant que tu seras plus fort en te taisant. Ce que tu réussis, c'est à porter un sac à dos de plus en plus lourd et à faire semblant de ne pas le sentir. Le véritable courage n'est pas de supporter en silence, mais de te montrer humain, même si la voix tremble. La peur d'être jugé n'est qu'un filtre mental. La plupart des gens portent aussi leur propre fardeau et comprendront beaucoup plus que tu ne l'imagines. Parfois, le simple acte de dire « cela me fait mal » ouvre un espace où la tristesse se transforme, même si ce n'est que de manière minimale, en possibilité de soulagement ou, au moins, en un repos pour le corps et l'esprit. Tu n'as pas besoin de permission pour ressentir ni pour l'exprimer. Cacher la douleur, c'est la perpétuer. La dignité commence là où la honte s'arrête. Ose nommer ton malaise, et tu verras que l'insupportable devient gérable. Parle, même si tu ne sais pas par où commencer. Ta santé émotionnelle dépend de cette honnêteté, pas des apparences. 9. Permets-toi de te reposer et de te renouveler sans culpabilité. L'esprit moderne fonctionne comme une usine qui n'éteint jamais ses moteurs. Il produit des pensées, des inquiétudes et des exigences sans relâche, comme si la valeur personnelle dépendait de ne jamais s'arrêter. Tu laisses la fatigue s'accumuler comme une poussière invisible sur chaque décision, te convainquant que l'épuisement est noble, que la fatigue est une médaille et que seuls les faibles demandent une pause. Mais c'est un mensonge dangereux, un piège brutal déguisé en vertu. L'épuisement ne te rend pas fort, il te rend fragile. Tu es comme ce mécanisme qui ne reçoit jamais d'entretien. Tôt ou tard, les performances chutent, le moral se brise, les émotions se gâtent par manque d'oxygène. Le corps ne pardonne pas l'accumulation de dettes physiques et mentales. La tristesse s'infiltre précisément dans ces espaces où tu ne t'es jamais permis de t'arrêter et de reprendre des forces. Il n'y a pas de résilience sans renouvellement. Celui qui ne fait que résister finit par se briser. Arrête de te raconter que te reposer, c'est perdre du temps ou que tu ne mérites de t'arrêter que lorsque tout est fait. Cet état d'esprit te mène à une autodestruction lente. Tu confonds épuisement avec productivité, fatigue avec responsabilité. Et tu te refuses le droit fondamental à la pause, parce que tu crois que quelqu'un évalue ta valeur à chaque seconde. Personne ne te le dira en face, mais cette auto-exigence n'est qu'une autre forme de faiblesse. L'incapacité de reconnaître tes limites, la peur enfantine de paraître moins capable si tu admets que tu as besoin de récupérer de l'énergie. Le repos n'est pas une récompense, c'est une condition minimale pour fonctionner. Si tu ne le comprends pas, tu finiras par payer avec ta santé, tes relations et la lucidité que tu défends tant. La tristesse se renforce sur le terrain de l'épuisement. Un être épuisé est une proie facile pour toute émotion destructrice. Le plus absurde, c'est que pendant que tu te refuses le repos par peur de paraître faible, tu deviens esclave d'un système interne qui ne s'est opéré qu'au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de dignité dans la performance sans pause. Il n'y a que de l'épuisement déguisé en héroïsme bon marché. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas avancer. Repose-toi, même si ton esprit résiste. Fais-le même si tout en toi crie que tu n'as pas le temps ou que la vie n'attend pas.
Si tu n'entraînes pas ta capacité à relâcher le rythme, ton énergie devient toxique et la joie se transforme en un lointain souvenir. Permets-toi la pause, car sans elle, il n'y a pas de renouvellement, seulement une répétition fatiguée des mêmes erreurs. Le repos conscient est un acte de bravoure dans un monde obsédé par l'inertie. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour prendre soin de toi. Personne ne va t'applaudir d'arriver détruit à la fin de la journée. Récupère le respect de soi. Celui qui se renouvelle se respecte. Le contraire est de l'abandon de soi. Ne confonds pas le stoïcisme avec la négation de tes besoins fondamentaux. Le véritable stoïque reconnaît quand il est temps d'agir et quand il est temps de se replier pour revenir plus fort. Ne deviens pas ton propre geôlier simplement parce que l'environnement l'exige. Le repos est force. La culpabilité est le résidu d'un esprit mal entraîné. Repose-toi sans négocier. Renouvelle ton énergie sans honte. C'est seulement ainsi que tu peux recommencer à choisir ta vie, au lieu de simplement la survivre. Ligne iconique. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une discipline supérieure. 10. Fais de l'engagement personnel ta plus grande force. L'engagement personnel est la différence entre vouloir changer et vraiment changer. Il n'y a pas moyen d'adoucir cela. Si ta parole envers toi-même a peu de valeur, toute technique, tout livre, tout conseil finit par n'être que du bruit de fond. Ce qui sépare la résignation de la transformation, c'est ce pacte silencieux et brutal de ne plus négocier avec tes excuses. La plupart d'entre nous veut se sentir mieux, mais n'est pas prête à supporter l'inconfort quotidien que demande la véritable amélioration. Nous nous remplissons d'intentions, de projets à moitié réalisés, de promesses reportées, comme si le simple fait de vouloir avait un poids réel sur le résultat. Mais la vie ne répond qu'à ce que tu fais de manière soutenue, pas à ce que tu rêves quand personne ne te voit. Quand je parle d'engagement, je ne fais pas référence à une motivation passagère, ni à un élan de volonté qui s'éteint dès que la tristesse revient. Je parle d'une décision intérieure, presque contractuelle, de cesser de trahir tes propres limites et de faire, chaque jour, ce que tu as dit que tu ferais, même si l'esprit demande une trêve, même si le corps proteste, même si personne ne t'applaudit. Le mécanisme est simple, mais inconfortable. Chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même, ton cerveau enregistre cet échec, et peu à peu ta confiance en toi se fracture. Le résultat est une chaîne invisible de petites trahisons quotidiennes qui pèsent plus que n'importe quelle douleur extérieure. La véritable force vient de l'accumulation d'actes qui semblent minimes, mais qui répétés réécrivent l'identité. Personne ne peut te donner ce muscle. Il se construit uniquement par des faits, pas par des discours. Je reconnais que je me suis raconté des histoires pour justifier mes propres chutes. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Demain, je commence. Ce n'est pas si grave. Mais au final, ce qui reste, c'est la dette envers toi-même. L'engagement personnel ne se mesure pas en héroïsme, mais en la capacité de maintenir tes décisions quand il n'y a plus de témoins ni d'incitations externes. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ta disposition à tenir ta parole. Si tu t'habitues à céder face à l'inconfort, ta vie devient une séquence d'abandon silencieux. Si, en revanche, tu entraînes la discipline de persister même dans les jours gris, la tristesse perd de sa force parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas contrôler ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour t'engager. Au contraire, l'engagement est ce qui façonne la sécurité à force de répétition. L'auto-trahison épuise, l'engagement multiplie. Une personne engagée, même si elle tombe, se relève toujours avec une nouvelle leçon. Ce que tu soutiens en privé est ce qui définit ta vie en public. Devenir quelqu'un digne de ta propre parole est le plus grand acte de respect de soi que tu puisses accomplir. Il n'y a pas de liberté sans engagement. Ton destin change le jour où tu décides que, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas abandonner le chemin que tu as choisi. Ligne iconique. La dignité commence quand ta parole envers toi-même est inviolable.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.